Mesdames, Messieurs, bonjour. Le projet de recherche que l'on va vous présenter cet après-midi est mené par deux associations à caractère historique et patrimonial qui sont sur le territoire du Parc national du Mercantour. Donc moi je représente l'association de la vallée de Barcelonnette, donc Sabens de la Vallée. Donc je ne vais pas la présenter parce que le président l'a largement fait tout à l'heure en introduction. Et puis, le deuxième partenaire est l'écomusée de la Roudoule, dont Philippe va dire deux mots, et puis il va nous présenter aussi les partenaires qui nous soutiennent sur ce projet. Oui, voilà, c'est un projet qu'on a débuté en 2016. Et donc, l'écomusée, qui n'est pas en zone de parc, hein, il est en limite, mais travaille depuis longtemps avec le parc. On a travaillé aussi sur Barrels avec Jean-Louis Edouard dans les années 2000. On fait beaucoup de programmes et on est soutenu dans nos programmes de recherche régulièrement par le parc. Donc, on a amorcé ce travail. On ne pensait pas au début trouver beaucoup de choses. Donc, on s'est dit, allez, partons. Et donc, c'est tout à la fois l'écomusée du Pays de la Roudoule, la Sabensa, mais il y a aussi l'Amont, donc dans la Vésubie, qui participe à ce programme de recherche. On a le cercle d'archéologie de Nice aussi qui participe sur la zone littorale. Donc en fait, on essaie d'associer au maximum les gens qui s'intéressent à ce projet. Donc il y a une part scientifique, il y a une part aussi, on a des amateurs très éclairés donc qui s'y associent. Je pense notamment là, à Raoul Barbès d'Archéo Alpini qui a recensé un certain nombre de sites. Après, nous, on a complété par des recherches en archives ou autres, puisqu'on est allé plusieurs fois à Vincennes. On est allé quelques fois à Turin. Et il faudra encore retourner aux archives de Vincennes et de Turin pour compléter nos informations. Donc le projet est loin d'être fini. On remercie aussi les personnes qui nous soutiennent, et les institutions, bien entendu, dont le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, donc qui soutient l'écomusée dans cette tâche, ainsi que le Parc national du Mercantour. Oui, dire aussi que le Parc national du Mercantour participe aussi de manière active, et on en parlera tout à l'heure sur ce projet, et pas uniquement un soutien qui se résumerait à un seul soutien financier ou technique. L'origine de ce projet se trouve dans toute la série d'animations que nous avions mis en place, déjà l'écomusée de la Roudoule, du moins c'était déjà l'initiative de l'écomusée de la Roudoule, de la Sabens et de la maison musée de Colmar-les-Alpes, afin de commémorer la date importante pour nos vallées de 1713. C'est une date importante puisqu'elle a fixé dans une bonne partie de nos régions les frontières telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc nous avions organisé un colloque en 2012 et puis ensuite une exposition et toute une série de conférences qui s'étaient déroulées sur nos trois territoires, donc dans la vallée du Verdon, dans la vallée d'Antronne, dans la haute vallée du Var. Et puis là, on le voit à la médiathèque à Barcelonnette et dans plusieurs lieux dans cette vallée. Ce que l'on ne soupçonnait pas, c'était notre état de méconnaissance de systèmes fortifiés qui se sont mis en place durant les événements qui ont amené cette redéfinition de la frontière en 1713, donc notamment la guerre de la Ligue d'Augsbourg, guerre de succession d'Espagne, mais aussi les suivantes, et qui ont signifié pour nos territoires la mise en place des premiers systèmes fortifiés. Systèmes fortifiés qui jusqu'à présent sont très mal connus, et nos deux associations ont décidé de prolonger les recherches qui avaient été initiées notamment pour l'exposition en montant un projet de recherche de longue durée. Ce projet de recherche a pour but de reconstituer les premiers systèmes fortifiés de la fin du XVIIe siècle, donc à partir de la guerre de la Ligue d'Augsbourg jusqu'au début du XIXe siècle, parce que ce sont vraiment les systèmes fortifiés qui sont très peu connus sur nos territoires, et de voir leur évolution au fil de ce siècle et demi d'histoire. C'est aussi les mettre en relation avec les événements, parce que nous le verrons tout à l'heure, les événements
qui se sont déroulées notamment lors des guerres ont eu un poids important et expliquent en grande partie pourquoi ces systèmes fortifiés se sont mis en place. Et puis dans leur globalité, c'est-à-dire défendre la frontière, c'est non seulement des constructions, mais ce sont aussi des hommes. Et puis on va dire des travaux annexes comme des chemins, des sentiers muletiers, la mise en place de fontaines, etc. etc. Le premier travail que nous avons fait, bien entendu, c'est un travail de recherche documentaire. Donc Philippe en a déjà un petit peu parlé. Un très très gros travail en archives, essentiellement au service historique de la Défense à Vincennes, aux archives d'État à Turin, mais aussi dans nos archives départementales respectives, et même jusqu'en Isère. Et puis en même temps, ça a été de faire un très gros travail de synthèse bibliographique sur le sujet, afin de pouvoir commencer à reconstituer ces premiers systèmes fortifiés. Le premier travail que nous avons fait, c'est un travail de cartographie dont Philippe va vous dire quelques mots. Juste en 2 mots. Donc, on a utilisé la OpenStreetMap, hein, c'est peut-être le plus simple, le plus libre, le moins compliqué pour nous à l'origine. Et donc, on a essayé, en fonction de ce travail-là, de géolocaliser tous les sites. En géolocalisant ces sites, on a commencé par les vues aériennes, ce qu'on avait pouvoir trouver en documents d'archives. Et donc, à force de recherche, je crois qu'on en est à déjà plus de 400 points localisés. La complexité de ce travail, c'est ensuite de différencier les différentes périodes et les différentes guerres qui sont relatives à l'établissement d'un édifice. Là, par exemple, sur la carte en question, on a un petit icône qui symbolise pour nous une redoute. Et en l'occurrence, c'est la redoute du col de Vars. Donc voilà, on se rattache à une période bien spécifique. Bon, il y a eu des continuités, elles figurent déjà sur une carte de 1710, etc. Et donc on essaye de retrouver l'ensemble des documents d'archives liés à cette redoute, de par les mémoires des généraux, de par les différentes cartographies qui ont été établies au XVIIIe siècle, sans forcément rentrer dans un processus descriptif du site, ni forcément un processus de prospection. Jusqu'à présent, on travaille essentiellement en vue aérienne. On se rend sur le site, on prend des photographies, mais on n'a pas fait de relevé à proprement parler, de dessin, ni quoi que ce soit. Je repasse la main. Merci. Oui, alors donc ce travail de cartographie, on va le vérifier sur le terrain. Et notamment, c'est là que intervient notre collaboration avec le Parc national du Mercantour, puisque c'est François Breton qui s'est occupé, par exemple, du cas de la redoute du col de Vars. Il l'a bien repéré sur les cartes du 18e. Il est garde-moniteur ici dans le secteur Ubaye, puis il est parmi nous. Donc c'est vraiment déjà de les repérer sur les cartes et ensuite de voir en vue satellite si on le voyait quelque chose, parce que cette redoute, on en avait complètement perdu la mémoire. On ne savait même plus qu'elle était là. Et c'est vrai que on voit sur cette photo satellite qu'elle apparaissait, et puis après François est allé sur le terrain, il a fait les premières photos et on voit bien qu'il y a des vestiges de cette redoute que l'on pensait complètement disparue. Alors la deuxième phase, une fois qu'on a cartographié, et c'est un travail qui est d'ailleurs toujours en cours, c'est l'objectif final est de raconter un petit peu l'histoire de ces systèmes fortifiés, de les reconstituer, de les interpréter. Et là, on vous a mis 2 petits exemples. Donc, l'exemple de la vallée de Barcelonnette en 1693-1697. Donc, c'est durant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Et là, on va toucher le poids des événements. Pour la vallée de Barcelonnette, c'est vraiment une date très très importante parce que c'est la première concrétisation, c'est la première construction d'un système fortifié qui va, dans ses grandes lignes, se poursuivre jusqu'au début du 19e siècle, et la construction du fort de Tournoux, c'est le passage à un nouveau système de fortification. Et on peut même dater d'une manière un peu plus précise cette prise de conscience de vouloir fortifier cette vallée qui, je le rappelle, jusqu'en 1713 était savoyarde, elle n'était pas française. En 1692, Victor Amédée II, qui est le duc de Savoie, mène une offensive contre la France, donc durant cette fameuse guerre de la Ligue d'Augsbourg, passe par le col de l'Arche. Je suis un peu loin là. Hop. Ouais. Donc ces troupes étant rassemblées ici, passent par le col de l'Arche
passe par le col de Vars, prend Guillestre, Embrun, Gap, et se retrouve dans le dos des troupes françaises, et c'est la panique générale. Et heureusement que ce succès a surpris les troupes savoyardes elles-mêmes et qu'elles n'ont pas poursuivi d'une manière décidée dans un axe ou un autre, sinon pour la France ça aurait été une catastrophe. Et le haut commandement français prend à ce moment-là conscience que cette frontière qu'il faut fortifier cette frontière. Et comme la vallée savoyarde, pour vous dire la prise de conscience qui a eu lieu, c'est que les troupes savoyardes se retirent dans la vallée de Barcelonnette, puis ensuite en Piémont au tout début septembre 1792. Le 1er ou 2 septembre, Vauban est venu spécialement de Paris et il est à Briançon parce qu'il faut très vite défendre cette frontière. Et ce qu'il va préconiser, Vauban, c'est de barrer par des fortifications tous les débouchés de la vallée de Barcelonnette. Donc on va créer Mont-Dauphin, on va refortifier donc Embrun qui est là, on va créer une fortification à Saint-Vincent-les-Forts au débouché de la vallée de Barcelonnette, on va reprendre la citadelle de Seine, on va construire des forts à Colmar. Et Entrevaux aussi, oui, exactement. Et ce que préconise Vauban pour économiser des hommes et de l'énergie, c'est d'occuper la vallée de Barcelonnette et d'établir un camp ici à Tournoux avec tout un système fortifié, histoire de raccourcir la frontière. Et c'est ce qui va se passer en 1693, où lors de la reprise des opérations au printemps, les troupes françaises vont envahir la vallée de Barcelonnette et vont venir établir un premier système fortifié au niveau de Tournoux. Donc on retrouve vraiment les caractéristiques d'un système Vauban. Donc là on a mis une carte de 1694 voilà, qui représente un petit peu Tournoux et les aménagements qui ont commencé à être réalisés. On retrouve vraiment le système Vauban qui est d'établir une citadelle avec une réserve en hommes qui va pouvoir glisser le long de la frontière et qui est précédé de fortifications qui vont être dans un style très très différent de ce qu'on peut retrouver par ailleurs dans le Vauban tel qu'on le connaît, hein, comme par exemple la redoute de Saint-Vincent ou Mont-Dauphin. Ce sont des constructions plus légères et plus petites, mais qui utilisent à merveille le terrain, parce que Vauban avait vraiment une très très bonne vision du terrain, et c'est ce qui a fait sa force. Et donc une réserve d'hommes, donc ce sont les citadelles, et Tournoux est entre guillemets une citadelle dont les abords sont protégés par un ensemble de petites redoutes. Donc là j'ai mis, on n'a pas fini la diapo, voilà, une carte de 1743 de Bourset où on voit un petit peu mieux ces redoutes normalement. Voilà, 1747, et donc voilà, on en voit une ici. Voilà, elles sont matérialisées. Donc 5 redoutes qui protègent le camp. Et puis surtout, donc on en voit une en ruine là, sur la commune de Saint-Paul, la redoute des Cassons, au niveau des gorges de la Ressole. Et ce système est précédé de petites fortifications dont l'objectif est uniquement de ralentir les troupes. Afin de laisser arriver les renforts. Et donc, dans ce premier système fortifié, on va utiliser des bâtiments existants. Et là, on vous a mis le plan de l'église de l'Arche, les travaux qui vont être faits. On fortifie les églises à l'Arche ou une chapelle à Méronne. Et puis, toujours en avant du camp de Tournoux, on va fortifier avec, on va dire, une caserne fortifiée, le rocher du Châtelet sur la commune de Saint-Paul, sur la route qui monte aujourd'hui à Fouillouse. On va aussi créer donc des redoutes pour protéger certains des autres débouchés de la vallée, et notamment si jamais des troupes arrivaient par le vallon d'Abriès, il y a une redoute qui est construite à Jauziers avec un plan particulier, et on voit l'adaptation de Vauban et de ses ingénieurs au terrain, puisque généralement les fortifications Vauban ne sont pas couvertes. Et en montagne, il va mettre en place des redoutes couvertes parce que des tireurs peuvent se placer au-dessus et harceler les défenseurs.
Alors, ce qui est intéressant dans le cas de la vallée de Barcelonnette, c'est que ce système fortifié qui sera remis en place à partir des débuts de la guerre de succession d'Espagne, en ce qui concerne la vallée, à partir de 1707, exactement sur les mêmes emplacements, parce que la vallée était redevenue savoyarde dans l'intervalle, oui, a subi l'épreuve du feu et a montré son efficacité. En août 1710, les troupes savoyardes essaient de refaire le coup de 1692, arrivent à l'Arche, perdent 3 jours devant les petites fortifications de la vallée de l'Ubayette, se trouvant face à Tournoux et à une réserve de troupes, ils tentent de passer par Saint-Paul et le col de Mirandol, perdent encore une journée sur la caserne fortifiée du Castellet, tentent de passer, de prendre les troupes françaises à revers, notamment en direction de Briançon, mais ces 4-5 jours de perdus ont permis à la réserve de l'armée du roi de France, qui est à Briançon, de venir se positionner au niveau du col de Vars et d'empêcher la progression des troupes savoyardes. Donc voilà, un système qui a vraiment fait preuve de son efficacité et qui va rester en l'état avec quelques projets d'amélioration jusqu'au début du 19e siècle. Alors, pour la partie comté de Nice, on va avancer un peu plus vite. Avec la destruction du château de Nice par Berwick en 1705 et son démantèlement donc à partir de 1706, on va imaginer un nouveau système fortifié qui va s'appuyer uniquement sur des retranchements. Retranchements qu'on va pouvoir essentiellement trouver autour du fort du Mont-Allemand et de la zone littorale. Donc ici, c'est tout l'ensemble qu'on a. Un secteur retranché donc du littoral, on va dire, entre le Mont-Alban au-dessus de Nice et la zone de Villefranche. Mais pas que, on va avancer. Pas que, parce qu'en fait, on a un dispositif fortifié aussi très important dans la zone. Là, on est au niveau du col de Rosse, là, on est au niveau du Grand Capelet. Donc là, si vous connaissez la pointe des 3 communes, donc on est sur des dispositifs fortifiés très très conséquents qui vont ensuite se répartir en branches successives. Donc, selon l'axe nord-sud, mais pas que, puisqu'on va trouver des postes avancés sur cette ligne-là dans la zone du Ferrion, et également du côté de la Nervia, dans ce secteur-là. Donc on va avoir un dispositif fortifié très très conséquent, et qui ne va pas résister à la poussée française, puisque les Français vont pouvoir déstructurer l'ensemble des fortifications très très rapidement au mois d'avril 1744, mais quand même, elles vont tenter quand même de contourner l'ensemble des fortifications que l'on peut avoir sur la Nervia en remontant la vallée latinée. Et en remontant la vallée latinée, on souhaite passer soit du côté du col de l'Argentière, donc le col de l'Arche, mais par tout un ensemble de petits cols, pour essayer de prendre un site fortifié très très important, qui est en l'occurrence le site des Barricades, donc qui est au-dessus de Vinadio, pour ceux qui connaissent. Et puis après, une fois que le site des Barricades est tombé, on peut mettre le siège devant Desmonts, de Monte, et puis on peut mettre le siège également devant Coni. On va avancer. Il y a des événements successifs, on est en 1744, tout va bien pour les forces françaises, siège de Desmonts, siège de Coni, mais par la suite, ils perdent au niveau de l'Assiette, ils perdent d'autres combats et sont contraints de reculer, et vont reculer jusque de l'autre côté du Var, au niveau de Saint-Laurent-du-Var, où là on a un réseau fortifié très très conséquent. Et là, la démarche est la suivante, c'est le recul, et les troupes donc savoyardes et ostrossardes, donc entre guillemets, vont rentrer en Provence et remonter jusqu'à Castellane, passer par le Haut-Var, redescendre, etc., avant qu'elles ne soient repoussées en 1747. On vous la fait très courte, parce que voilà, elles sont repoussées donc là par justement le maréchal de Belle-Île, qui est nommé à cette occasion-là, et qui va mettre en place, en complément, un nouveau dispositif fortifié. On va passer. Voilà. Donc on a un aperçu de l'ensemble défensif. Mince, je me gourde de bouton. Non, c'est toi ou c'est moi? Voilà. Je cherche le bouton qui fait... Ça, c'est pas ça. J'ai tout foutu en l'air. C'est oui, celui qui... Ah, voilà, c'est pas grave, on va faire avec ça. Donc, on est timide. Là, c'est juste le calque qui concerne une période entre 1744 et 1747.
Oui, 2 minutes, on va y arriver. Donc, on a la ligne de défense, vous voyez, qui s'organise à partir de 1743 pour la Maison de Savoie, et le pôle défensif qui se met en place pour les Français dans la période de 1747. Vous voyez, c'est un exemple sur la zone du parc, bien entendu, mais on a traité ça dans sa globalité. Et on s'intéresse également à l'ensemble des dispositifs fortifiés qu'on peut trouver de l'autre côté de la frontière. On va avancer encore. Donc là, par exemple, vous retrouvez, donc, pour ceux qui connaissent, au-dessus du col de Rosse, donc vers la pointe des Trois Communes dans l'Authion. Donc là, vous avez un mur de retranchement qui est très très bien dessiné. Il y en a d'autres, c'est rien du tout, parce que justement, le roi de Savoie fait construire des retranchements uniquement avec des modes de terre, des modes de sable, pas des modes de sable, des modes de gazon. Et donc, il a fait construire des retranchements de ce type-là. Il a fait des baraques, qu'on appelle des barracons, qui étaient entièrement recouverts aussi de gazon. Il fallait que les soldats n'aient pas froid. Et si on progresse, on va arriver ici au sommet du Mont Capelé. Et là, on a un dispositif fortifié qui est très, très bien conservé, qui est magnifique. Et donc, on trouve tout cet ensemble-là de manière très très intéressante. Oh là. Donc, on trouve cet ensemble-là de manière très très intéressante sur l'ensemble du parc. Et ce type de retranchement, celui-là est très visible. D'autres fois, on va avoir juste une ligne vert foncé dans l'herbe qui va nous permettre de le localiser. Mais tout notre travail en archive en amont nous permet de localiser énormément de points. Donc on va pouvoir continuer. Bon, là, c'est un exemple au niveau de Sospel où une église également a été entièrement fortifiée et reprise en fortification donc jusqu'en 1748. Et on va conclure de manière très rapide, parce que ça s'est passé très très vite pour nous. Notre souhait, finalement, je vais passer juste sur l'image d'après en attendant pour conclure. Non, juste celle-là. Donc là, c'est une carte, c'est la globalité de l'ensemble de nos points qu'on a trouvés, toutes périodes confondues, au XVIIIe siècle. Pour conclure, on aimerait pouvoir poursuivre nos recherches sur la zone du parc des Écrins, poursuivre les recherches aussi du côté du parc Alpi-Maritime, puisqu'il y a un lien, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits côté italien. Nous, on en a fait beaucoup moins, mais là, on est en train de rattraper ce retard sur tous ces retranchements, parce que ce qui nous intéresse le plus, en soi, c'est les fortifications de campagne. Certaines ont été déjà référencées par le service de l'inventaire général. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui a été omis. Donc, on a tout un ensemble d'implantations de camps, de parcours de troupes qui nous permettent de repérer des vestiges et des traces. Donc on aimerait pouvoir poursuivre ça. Il faudrait faire des prospections de terrain, et là il faudrait que les agents puissent nous aider aussi à partir des éléments qu'on peut leur donner. Il y a une dernière étape qui serait géniale, bon, Franck peut le faire, mais il y a des parties qui vont être faites en modélisation 3D. Il y a le service archéologique de Nice Métropole qui a déjà contribué sur la zone du Ross. Je n'ai pas encore les résultats, mais à d'autres endroits, ça peut être très intéressant. Il y a aussi la valorisation. Là, actuellement, c'est ce site internet. On n'a pas communiqué dessus, mais au moins, on a géolocalisé un ensemble de points. On a mis les éléments relatifs aux mémoires ou autres textes qu'on a pu trouver en lien avec les sites localisés. La valorisation, elle va se faire aussi au travers d'une exposition itinérante, d'une publication, et après, à l'avenir, peut-être itinéraire de découverte. Et en même temps, se pose le problème de la conservation des sites et de la sauvegarde. Voilà, ça c'est le problème des archéologues. Et pour la sauvegarde, eh bien, je pense notamment par exemple au fort du Grand Capelé, où ils nous ont planté une antenne en plein milieu. Il y a plein de choses comme ça où il faut pouvoir faire attention. Voilà. Juste pour terminer sur cette photo, voilà, on a très typiquement l'une des rares redoutes qui reste en Ubaye et qui est dans un état de conservation qui est pas trop mal, c'est la redoute des Cassons sur la commune de Saint-Paul. Et si notre travail peut permettre de montrer la valeur de cette rare fortification de Vauban, et qu'il y ait une action, on va dire, au moins de cristallisation de ces ruines, voilà, ça serait très bien. Et puis je voulais juste rajouter qu'il va y avoir aussi très rapidement, à partir de nos recherches, des petites applications pratiques, et notamment sur la vallée de Barcelonnette. Actuellement, il y a un projet de recherche qui est mené afin d'alimenter un futur centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine qui sera consacré à défendre la frontière, donc fortification et hommes. Et très concrètement, on va puiser dans cette recherche pour renseigner la période 17e, 18e siècle. Et voilà, on vous remercie pour votre attention et voilà, merci.
Et il nous reste 5-6 minutes pour des questions. Oui. Est-ce qu'on le site, j'ai une collègue à côté de moi qui est curieuse de voir le site. Est-ce que l'adresse, on peut la communiquer, la diffuser au... facilement parce que pardon, j'ai plus l'habitude moi. Mais bon, donc c'est facile à trouver. L'adresse, normalement, je l'avais en, ça s'affichait sur le bandeau, mais en tapant OpenStreetMap et Écomusée Roudoul, on trouve les différentes cartes de Roudoul, dont celle-ci, en l'occurrence. Mais pour l'instant, on n'en a pas fait la publicité parce qu'on considère que c'est pas suffisamment abouti. Déjà, d'une part, on a du mal aussi, de par les calques qu'on est en train d'établir, on a du mal à essayer de distinguer les différentes périodes des différents combats. Et ensuite, on se retrouve aussi à repérer également des points d'observation du 19e siècle, voire de la Seconde Guerre mondiale. Et il faut, donc on les marque, hein, tant qu'à faire, on profite, on crée des nouveaux calques, hein, c'est fait, puisqu'en fait, des fois aussi, on chemine le long de toutes les crêtes pour tout repérer. Donc, on positionne tout. Mais c'est vrai que c'est très difficile quand même de différencier un certain nombre de calques qui se retrouvent donc dans ce cas-là dans le paquet fortification à époque moderne. Mais bon, notre but, c'est d'avoir une cartographie qui soit beaucoup plus nette, déjà pour le public. Donc on essaiera de faire des premières présentations avec des cartographies Adobe Illustrator plus nettes, avec les progressions des troupes, etc. Comme ça sera nettement plus compréhensible. Et puis après, dans un deuxième temps, si on arrive à affiner avec l'aide de l'archéologie ou autre, je doute que ça se fasse parce que c'est de toute façon des sites qui sont des micro-sites. Donc voilà, on pourra essayer de préciser tout ça. D'autres questions? Moi, j'en avais une sur l'utilisation du LIDAR. Est-ce que vous l'utilisez ou pas? Alors, le leader par rapport à ce programme, non. Voilà. Donc, s'il y a la possibilité de créer un programme leader ou un programme transfrontalier. Ah, le LIDAR. Le LIDAR, moi je ne connais pas non plus. Excusez-nous. C'est quoi? C'est le... Oui. C'est la parole. Oui. Non. En fait, il y a déjà énormément de données qui apparaissent sans le LIDAR, simplement avec les orthophotos. Et donc ça vaut effectivement d'abord la peine de continuer comme vous le faites. Concernant la conservation et la protection, c'est un énorme travail que vous avez réalisé. Et je pense qu'il y a d'ores et déjà matière à monter une programmation de conservation par voie de protection au titre des MH. C'est un début de fond de dossier qu'il faudrait effectivement travailler. Après se pose la question de savoir à qui appartiennent les parcelles sur lesquelles il y a les vestiges. Et ça par contre, après, dernier point, la question de la mise en ligne de cela, moi je suis, il n'y a que la Turquie qui cachait ses sites et donc je suis pour qu'on diffuse les sites, si ce n'est que la quête du militaria et des détectoristes sur ce genre de site est très à la mode et que ça nécessite à minima un rappel de la réglementation, sachant que effectivement c'est des peines qui peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison et 150 000 €. Voilà. Parce qu'on a, en soi, on a certaines batailles où on a quand même 1500 hommes engagés. Les corps de troupes sur ce type de conflit, c'est environ entre 30 et 70 000 hommes. Donc on se retrouve sur certains combats à engager 15 000 hommes, plusieurs bataillons, etc. Bon, nous, notre travail, c'est d'essayer de recenser aussi tous les campements de ces bataillons-là. Bon, c'est une œuvre sans fin en soi, mais c'est vrai qu'on a localisé énormément de sites, et même en zone, entre guillemets, urbaine, hein, puisque sur le littoral niçois, donc il y a beaucoup de points qui sont identifiés. On a travaillé quand même de concert avec Fabien Blanc, donc pour pouvoir lui donner aussi tous ces éléments quand il en a besoin en cas de travaux potentiels. C'est bon ? La dernière.
Bonjour, je vais poser une question ou plutôt faire un commentaire qui va connecter cette présentation avec la précédente tout à l'heure. Jean-Louis Édouard nous disait que sur les bâtis les plus récents, la structure d'âge des troncs, ou plutôt des arbres issus des troncs qui étaient dans les granges, sont des structures d'âge qui présentent des arbres vieux de 150 ans. Quand on sait que donc c'était des arbres qui poussaient quelque part vers probablement le XVIIe siècle ou le XVIe siècle. Jean-Louis, tu es encore par là. Et qu'on croise avec les efforts militaires, que j'entends dire qu'il y avait 30 000 hommes dans une vallée sur un site donné qui a séjourné plusieurs mois. Éventuellement, c'est des questions que j'ai déjà eues, moi, en Maurienne, en Savoie. J'ai déjà posé la question, je n'ai jamais eu la réponse. Ces gens-là, ils ont besoin de bois pour la construction, ils ont besoin de bois, beaucoup de bois pour se chauffer. Ils pompent sur la forêt, ils pompent sur la ressource. Et moi, je pense que écologie historique par la base, sur le fond de la dendrochronologie, combinée avec éventuellement l'analyse de cartes écologiques qu'on peut reconstituer avec des données, notamment les cartes militaires. On arrive à produire quelque chose d'écologique, combiné avec l'histoire militaire. Ça permettrait de lier des présences et peut-être évoquer des causes qui peuvent expliquer les processus qui nous intéressent, nous, écologues. Alors, réponse brève. Par exemple, politique d'invasion du comté de Nice en 1744, 2 ponts sur le fleuve Var. Donc un emploi environ de 600 arbres par pont minimum, si ce n'est pas plus. Donc voilà, ça c'est un exemple concret, donc multiplication du flottage, puisqu'il y a une possibilité de coupe dans la zone du Val d'Entrone. Ça a été fait abondamment au 19e siècle, ça on l'a étudié de manière historique. Mais donc ça, tout a été coupé autour du fleuve Var de toute façon à la construction de ces 2 ponts. Ça s'est renouvelé encore lors de l'invasion, lors des guerres révolutionnaires avec la construction du pont de Saint-Laurent-du-Var et encore un autre en partie haute qui a disparu. Donc voilà, ça c'est vraiment une consommation énorme de bois. Tout ce qui est palissade également aussi pour les ouvrages militaires. Mais après, on a des ouvrages qui sont très hauts en altitude qui là n'emploient que la pierre sèche. On a eu la même réflexion que vous. Tout à l'heure, quand on a vu le graphique, on s'est regardé et on a dit oui, effectivement, on a tout de suite fait la connexion, on a pensé la même chose. C'est bon ?